Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct complet. On retrouvera notre invité politique à 8h aujourd'hui. C'est Aurore Berger qui sera débriefée par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. Les buralistes et les consommateurs inquiets pour l'augmentation du prix du paquet de cigarettes. Lors de son discours de politique générale du 4 juillet dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a insisté sur sa volonté de prévention en matière de politique de santé. Parmi les mesures avancées, une augmentation du prix du paquet de cigarettes à 10 € d'ici 3 ans, vous le savez, alors que les consommateurs ne semblent pas persuadés de l'efficacité d'une telle décision. Les buralistes de leur côté sont en colère, s'inquiètent de l'augmentation de la contrebande. Un reportage de Marilène Lapichino pour TV Sud. Le paquet de cigarettes à 10 €, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement d'ici 3 ans. Une volonté du Premier ministre Édouard Philippe d'insister sur la prévention en matière de santé. Cette décision annoncée la semaine dernière ne semblait pas convaincre les vacanciers d'Argelès-sur-Mer ce matin. Je pense pas forcément que ça nous empêchera de fumer pour autant, je sais pas. C'est à voir. Ou on se dirigera sur peut-être les cigarettes électroniques. De leur côté, les buralistes sont en colère et surtout déçus d'une politique inchangée depuis 15 ans. Le ministre a annoncé ça sans aucune discussion. Donc on pensait au moins qu'on allait pouvoir discuter et lui expliquer notre position, etc. Rien du tout. Il a décidé par lui-même, comme les autres d'ailleurs, comme les autres gouvernements l'ont toujours fait jusqu'à présent. On sait très bien que augmenter le prix du paquet de cigarettes ne fera pas arrêter de fumer. Ça fait 15 ans qu'on le fait, ça fait 15 ans qu'on a toujours autant de fumeurs en France. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une augmentation de 10% du prix entraînerait une baisse de 4% de la consommation. Mais le problème pour les buralistes réside surtout ailleurs. Ça va augmenter très nettement la contrebande par contre. Dans toutes les villes, quand on voit toute la contrebande qu'on a à Perpignan par exemple, Perpignan, on est les numéros 1 de la contrebande en France. Autre manière, cette fois légale, de consommer du tabac moins cher, passer la frontière. Dans les Pyrénées-Orientales, ils sont nombreux à remplir les coffres de leur voiture. Une cartouche de news et 2 pots de tabac. Ils sont bien moins chers ici qu'en France. 63 € on a ça, alors qu'en France, à ce prix-là, on a juste la cartouche. Et encore, il faut rajouter derrière. Je vais venir en Espagne chercher mes cigarettes ou en Belgique. Il est hors de question que j'achète mon paquet de 10 € en France. Ça, c'est sûr. La Confédération des buralistes français se prépare à mener des actions de contestation dans les semaines à venir. Sans transition, les archives du procès de Klaus Barbie conservées aux archives nationales et aux archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon sont ouvertes. 30 ans après la condamnation du boucher de Lyon. Cette décision s'inscrit dans la politique d'ouverture des archives de la Seconde Guerre mondiale menée depuis plusieurs années par les ministères de la Justice et de la Culture en concertation avec les historiens et la société civile dans le but de contribuer sans relâche à lutter contre le révisionnisme et l'oubli. Leïla Kessi pour Télé Lyon Métropole. Nous sommes ici dans le magasin des archives qui conserve les dossiers du procès de Klaus Barbie en 1987. Au total, ce sont 94 cartons, tous désormais accessibles au grand public. 30 ans après le procès de celui que l'on a surnommé le boucher de Lyon, l'État a décidé d'autoriser le déclassement des documents relatifs à cette instruction qui aura duré près de 2 mois. L'occasion notamment de mieux comprendre le travail réalisé par les magistrats. Il y a tout le déroulé du procès Barbie, les différentes phases. Il y a l'instruction du procès, avant que le procès ne commence, tous les éléments qui ont été rassemblés, notamment par le juge d'instruction Christian Riss, afin de pouvoir monter l'acte d'accusation de Klaus Barbie. Le souci des magistrats était que le procès Barbie soit un procès exemplaire, notamment dans le respect de la procédure et des droits de l'accusé. Ça a été le cas et les archives le montrent. Et parmi les nombreux documents que l'on peut découvrir, il y a ce courrier envoyé au juge d'instruction par Serge Klarsfeld au sujet de la déportation des enfants d'Isieux. C'est ce qu'on appelle une constitution de partie civile, donc c'est la plainte d'une cousine de 2 enfants qui ont été arrêtés et déportés à Isieux. Et le document est très important parce qu'il indique bien que les cousines de la plaignante
avait été placé dans le foyer d'enfants d'Isieux. Ce foyer a été liquidé par la Gestapo de Lyon. Les enfants qui y étaient réfugiés ont été envoyés par Barbie à Drancy. Et on rappelle qu'il y a une preuve écrite de la responsabilité de Klaus Barbie. C'est ce que l'on appelle le Telex d'Isieux. Notez par ailleurs qu'une exposition autour de ce procès de Klaus Barbie est programmée début septembre aux archives départementales. Connue mais pas respectée, la loi de 2005 qui impose aux établissements recevant du public d'être accessibles aux personnes handicapées dans ce journal maintenant. 12 ans après sa publication, le texte peine à s'appliquer. Exemple au Sable d'Olonne, la municipalité et l'association des paralysés de France ont testé l'accessibilité des bars et des restaurants du centre-ville. Une opération pour sensibiliser les commerçants au handicap et leur rappeler leurs obligations. Un reportage d'Apolline Laurent pour TV Vendée. Alors là, on est à 1,40 m, donc c'est impeccable. En fait, il y a le passage, c'est le minimum à avoir pour assurer l'accessibilité des personnes handicapées et des poussettes. Petit rappel de la loi auprès des commerçants et restaurateurs du port de pêche ce matin. Ces élus de la mairie des Sables d'Olonne sont accompagnés par 2 membres de l'association des paralysés de France. Ensemble, ils insistent auprès de ces professionnels sur l'importance d'être vigilants avec leurs terrasses et leurs panneaux d'affichage qui empiètent parfois sur le trottoir et notamment en ce début de saison. Il y a beaucoup de monde et donc il faut vraiment garantir l'accessibilité pour toutes les personnes. Depuis 2005, les établissements privés et publics sont dans l'obligation d'adapter leur site. Cela passe par des rampes d'accès, des portes et des couloirs plus larges, mais aussi comme ici par des toilettes adaptées. Bravo, parce que là, c'est vraiment accessible. Mais si dans ce restaurant, tout a été fait à l'intérieur pour l'accueil des personnes handicapées, à l'extérieur, François Berniard pointe du doigt un petit défaut non négligeable. Là, on est typiquement dans du presque accessible, c'est-à-dire qu'on a une marge de 5 cm environ, or il n'aurait pas été compliqué de faire un plan incliné sur 3 lattes et d'arriver carrément à hauteur du trottoir. Ça va être en fin de saison, on va essayer de mettre la petite rampe là qui va bien. Et puis là, après, c'est vraiment pas grand-chose, c'est vrai, je vous l'accorde. Dans l'ensemble, les commerçants sont plutôt compréhensifs. C'est mieux que ça a été. Oui, les gens prennent conscience un peu de nos difficultés. Une autre rencontre de sensibilisation est prévue sur le Remblai. D'autres passages dans le courant de l'année sont prévus et les commerçants récalcitrants aux aménagements pourront être sanctionnés. Selon la loi, la non-conformité à l'obligation d'accessibilité est passible d'une sanction pénale maximale de 45 000 € et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive. C'est l'été, vous allez peut-être partir en pique-nique, mais attention au gaspillage. Dans les Vosges, on organise des pique-niques anti-gaspi. Le syndicat mixte pour la gestion des déchets ménagers et assimilés des Vosges a lancé une pique-nique party pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Une action à laquelle ont participé plusieurs familles. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions y était. Rien ne les distingue et pourtant ces adultes et enfants représentent l'image des familles anti-gaspi. Samedi dernier, ce groupe d'amis a participé à un concours organisé par le SMD, le syndicat mixte pour la gestion des déchets ménagers et assimilés des Vosges, au parc du château d'Épinal. Ils ont savouré un pique-nique qu'ils avaient préparé de façon à produire le moins de déchets possible. C'est des fruits de saison, c'est pas d'emballage, on prend plutôt des choses qu'on peut laver et qu'on puisse aussi réutiliser. Privilégier les produits de saison, les circuits courts, préparer les repas éventuellement avec quelques restes alimentaires. C'est juste outils, chignoles, vilebrequin, donc de l'huile de coude. On fait de la sérigraphie, donc avec des encres à l'eau, c'est-à-dire qu'on imprime les planches sur place. Allez, c'est parti. Attention, premier péage, la première balle qui vient passer. Attention, la deuxième. Dextérité, adresse, agilité, c'est bon, la deuxième est passée. Attention, première bille placée, peut-être la deuxième. Voilà, c'est réussi, magnifique. Mais cette journée pour le SMD avait un but principal, lutter contre le gaspillage alimentaire. En France, on estime que près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année. On les appelle les fermentescibles. Les pouvoirs publics espèrent réduire ce chiffre de 50% d'ici 2025.
La loi nous demande de mettre en place des outils de collecte séparative des biodéchets et notamment des restes alimentaires à l'échelle de tout le territoire. Donc on a vraiment des actions fortes à mener en la matière et surtout ce sont les déchets aujourd'hui qui ont le moins leur place dans la poubelle parce qu'on sait aujourd'hui que par le biais du compostage, la méthanisation, enfin tout un ensemble de techniques, ça permet aujourd'hui de revenir à la nature ou de produire de l'énergie dans des conditions plus intéressantes que l'incinération. Le SMD mène de nombreuses actions de sensibilisation tout au long de l'année et cela vaut la peine d'y participer. Les lauréats du meilleur pique-nique anti-gaspi ont gagné ce jour-là un cours de cuisine à domicile avec un chef. Pour finir ce journal, ça tourne. À Laucourt, en pleine campagne, les studios de cinéma Lamy sont installés dans les locaux d'une ancienne endiverie familiale. Le petit-fils de l'agriculteur a en effet reconverti les lieux dans des studios depuis 2 ans et demi. Franck Moulaert pour WEO TV s'y est rendu. Du cinéma à la campagne, c'est possible. En 2015, le producteur Olivier Lamy a décidé d'exploiter la superficie de l'ancienne endiverie familiale en la transformant en véritable studio de tournage. Je me suis retrouvé à me balader dans cet énorme espace complètement vide et en me baladant, je me suis aperçu que ça ressemblait beaucoup à des studios de cinéma, en fait. Enfin, des studios de tournage, qu'il y avait vraiment un agencement, que c'était très bien agencé, qu'il y avait différentes sorties avec ses camions, avec ses clients, qu'il y avait déjà des studios en soi qui étaient déjà faits. Un très bon système de redistribution, des possibilités de faire des loges, quelque chose de vraiment complet. Avec 200 jours de location en 2016 et un partenariat avec une entreprise de location de matériel audiovisuel, les studios sont capables d'offrir une offre globale aux équipes de tournage. Tout est là en fait, on a tout à porter, on a des loges, on a des logements, on a de quoi manger. Voilà. Puis il y a aussi le budget qui fait que ici c'est assez intéressant aussi et pour du clip, c'est une économie qui est assez restreinte, c'est très intéressant pour nous de venir ici. Ça nous permet aussi de faire le clip et ça nous permet d'avoir justement de pouvoir donner vie à des projets qui n'auraient pas forcément à Paris. L'idée du studio est de grandir avec les projets et faire vivre la magie du cinéma, à l'image du clip musical du groupe Guts, en partenariat avec le rappeur américain Vita Science, actuellement en tournage. Voilà, fin de ce journal télévisé préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes, mais tout de suite, la une de vos journaux en région ce matin. À tout de suite. À la suite de ce fait divers qui avait marqué la France à la une du Maine aujourd'hui, c'est l'affaire Grégory. Le juge Lambert retrouvé mort. Jean-Michel Lambert, qui avait dirigé l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory Villemain en 84, a été retrouvé mort hier à son domicile Manceau. L'ex-magistrat pourrait s'être suicidé. Ouest France, titre sur Paris, aura bien ses Jeux Olympiques après la prestation de la délégation française emmenée par Emmanuel Macron hier à Lausanne. Et c'est Paris aura ses Jeux pour le Télégramme de Brest, bien entendu. Paris et Los Angeles ont obtenu l'assurancière d'organiser les Jeux Olympiques en 2024 ou en 2028. Un moment historique, a réagi la maire de Paris, Anne Hidalgo. Midi libre, JO 2024, Paris presque gagné dans le sprint final. La candidature de Paris se détache et le verdict le 13 septembre au Pérou. Tout le monde le sait dans la presse quotidienne régionale aujourd'hui. Dans la Nouvelle République, Paris aura ses Jeux avec la photo de Tony Estanguet, Anne Hidalgo et Emmanuel Macron en une. Et pour l'Est éclair, c'est une locale et nationale d'ailleurs, un problème important, l'amiante. La SNCF condamnés. 72 cheminots qui ont été exposés à l'amiante entre 2000 et 2013 ont obtenu gain de cause devant les prud'hommes. Pour le Courrier de l'Ouest, l'État met les migrants squatteurs à la rue. La préfète a fait évacuer hier 3 squats abritant des Roms et des réfugiés d'Afrique. Les militants qui les avaient logés illégalement dénoncent un manque d'humanité. Pour l'Écho de Haute-Vienne, c'est le tour en Dordogne, une foule énorme, une ferveur populaire, la ferveur populaire, titre l'Écho de Haute-Vienne, un public considérable a accompagné les coureurs tout au long du parcours entre Périgueux et Bergerac, qui-t-elle l'a emporté au sprint, 4e victoire pour l'Allemand, avec une magnifique photo avec cette bâtisse en contrefort à la une de l'Écho de Haute-Vienne. Pour la République des Pyrénées, les voilà.
Tour de France, c'est par un sprint attendu que le peloton devrait arriver à Pau aujourd'hui, avant d'attaquer, attention, les Pyrénées demain. Et c'est dans la République des Pyrénées. Enfin, pour le Courrier Picard, c'est la disparition des animaux qui s'accélère. Plus de 30% des espèces d'animaux sauvages vertébrés sont en déclin, selon une étude de la revue Proceedings of the National Academy of Sciences aux États-Unis. Et c'est une très jolie photo, adorable d'ailleurs, d'un petit singe à la une du Courrier Picard pour dénoncer ces disparitions des animaux qui s'accélèrent. Voilà, nouvel épisode à la tête des Républicains. Chez les Républicains, dans la soirée, ils ont tenu un bureau politique. L'ordre du jour a tourné autour de l'exclusion ou non de 6 de leurs membres, à commencer par le Premier ministre actuel, Édouard Philippe, coupable de s'être trop rapproché d'Emmanuel Macron. Et La République En Marche, bien sûr. Au terme de la réunion, aucune exclusion n'a été prononcée. On n'y comprend pas grand-chose. Nathalie Mauret, vous y étiez. On y revient dans un instant. Selon seuls 2 de ses membres ont été suspendus de leur fonction exécutive au sein du parti. C'est un peu compliqué, vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi. Dont Gérald Darmanin, qui, Hervé Favre, vous écrivez dans La Voix du Nord, fait l'économie d'un débat au Parlement sur les économies budgétaires, justement, en agissant par décret. On commence par vous, sur Gérald Darmanin, l'homme qui valait 4 milliards, titre Libération. Oui, Darmanin est une personnalité très exposée en ce moment, à la fois par son rôle effectivement de ministre du budget et puis ses problèmes avec ses anciens petits camarades des Républicains. Il faut rappeler quand même que Darmanin, c'est jusqu'à présent le patron de la Fédération du Nord des Républicains. Alors sur le budget, effectivement, ses amis de LR n'ont pas manqué de souligner qu'une telle correction budgétaire méritait effectivement un débat au Parlement par une loi de finances rectificative, c'est ce qui se fait généralement. D'autant plus que là, la Cour des comptes a effectivement identifié un gros problème sur la loi de finances actuelle, donc ça pouvait effectivement 8 milliards. Mériter un débat. 4 milliards et demi, et il faut voir aussi sur le fond où il va trouver ces milliards. Au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, 2 domaines qu'on pensait quand même sanctuarisés avec la situation actuelle, la lutte contre le terrorisme. Et quand il explique qu'il va trouver des économies en réduisant le parquet automobile ou les dépenses de cabinet, on peut quand même être un peu sceptique, effectivement, sur sa méthode. Hervé Favre de La Voix du Nord, Sébastien Lacroix de l'Union de Reims. Bonjour, merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. Cyril. Est-ce que Gérald Darmanin mène une politique de droite qui n'a pas été menée, par exemple, sous Nicolas Sarkozy? On peut qualifier ça de politique de droite. Je crois qu'on peut surtout qualifier ça de politique un peu, on va dire, cafouilleuse, d'impréparation, ce qui est d'ailleurs assez surprenant, parce que s'il y a bien un terrain sur lequel on s'attendait à ce que les choses soient carrées, c'est le terrain de l'économie, puisque Macron avait été ministre de l'économie. Donc on nous a dit que les budgets avaient été insincères, qu'ils découvraient des factures qui n'avaient pas été payées, enfin un trou de 8 milliards. Cela étant, on se rend compte que le Haut Conseil aux finances publiques avait déjà pointé du doigt le fait qu'il y aurait de mauvaises surprises. Et d'autre part, c'est un classique des budgets que de ne pas être sincère, et notamment dans le cas de la défense, puisque vous avez dit qu'il y avait une grosse ponction sur la défense, 850 millions, avec notamment ces fameuses opérations extérieures qui sont jamais financées à hauteur de ce qu'elles sont. C'est systématique. Les syndicats policiers, d'ailleurs, râlent beaucoup. Ils sont intervenus hier. Après, oui, Darmanin annonce une série de coupes sombres dans les ministères, mais sans qu'on sache exactement comment il va faire. C'est un peu des baguettes magiques. Il va supprimer des 508 et des C5, mais il va reporter quelques investissements, mais on ne voit pas comment il peut ne pas toucher plus avant dans les effectifs, parce qu'il a promis qu'il ne toucherait pas aux effectifs. Alors, il y a un autre signal étrange dans ces économies budgétaires, puisqu'il veut amputer de 280 millions d'euros à peu près la politique de co-développement. Et on est en train, justement, d'essayer de mettre en place des politiques pour éviter que les habitants de ces pays viennent en Europe. Il y a un afflux actuel. Et là, c'est un signal assez curieux. Nathalie Mauret, je le disais, vous étiez hier dans le couloir de la rue de Vaugirard au siège des Républicains. Alors, quelle est la cote de Gérald Darmanin dont on vient de parler chez les Républicains? Il faut rappeler que c'est un ancien sarkozyste important dans la hiérarchie. Quelqu'un qui est proche de Xavier Bertrand. Proche de Xavier Bertrand. Qui a dirigé la campagne et de un Nicolas pur LR, au fond.
Un pur LR, et surtout c'était quelqu'un qui était promis un grand avenir au sein du parti Les Républicains. Alors, vous me demandiez quelle était sa cote, elle est assez basse en ce moment chez Les Républicains, parce qu'effectivement il est un petit peu pointé comme étant le traître en chef, puisqu'effectivement il était considéré comme quelqu'un d'avenir. Le patron d'une fédération. Le patron de la Fédération du Nord. Donc Daniel Fasquelle, d'ailleurs, a bien œuvré pour qu'il ne reste pas à ce poste-là. Donc vous l'avez dit, lui, Monsieur Darmanin et Monsieur Lecornu, qui sont tous les deux les ministres, ont été suspendus de leurs fonctions exécutives. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en clair qu'ils ne sont pas exclus, mais qu'ils ne sont plus patrons de la Fédération du Nord et plus secrétaire national de la Fédération de l'Eure. En clair, c'est une décision en même temps. En même temps, on n'exclut pas, mais en même temps, on suspend. Vous reconnaissez que c'est totalement incompréhensible, sauf la pédagogie que vous en faites. En même temps, est-ce qu'il aurait été compréhensible de suspendre des gens qui mènent la politique que vous auriez mené si vous aviez été élu. C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est que le groupe LR, même canal historique, a voté la confiance. Enfin, elle n'a pas voté la confiance, mais en tous les cas, s'est abstenu massivement sur le vote de confiance. Qu'ils vont voter quasiment à l'intégralité la loi d'habilitation pour les ordonnances. Qu'ils sont d'accord sur à peu près tout sur le code du travail. Donc, quelle aurait été leur légitimité à exclure certains des leurs qui mènent cette politique-là ? Est-ce qu'il y aura une réponse, comme ils nous l'ont dit hier soir, ils vous l'ont dit en tout cas, à l'automne, Hervé Favre? Il faudra évidemment que les choses se clarifient. De toute façon, là, il lance la campagne pour la présidence du mouvement. Oui, le 10 et 17 décembre aura lieu l'élection. 17 décembre, bon. On imagine que Laurent Wauquiez sera... Non, il va régler le problème en arrivant. Il aura réglé le problème en arrivant. Il aura... encore faut-il qu'il soit élu. Apparemment, il est quand même... il a de grandes chances quand même de l'emporter chez les militants, puisque là, ce ne sera pas une primaire ouverte. Ce sera vraiment l'affaire des militants. C'est sur un corps électoral de 250 000 militants, et on sait que Laurent Wauquiez est très majoritaire chez ces militants. Alors il y aura des candidatures annexes. Il y a Daniel Fasquelle, justement, le patron de la Fédération du Pas-de-Calais, qui n'exclut rien, comme on dit maintenant. Hier envoyé Damien Abad à l'Assemblée nationale, qui lui non plus n'exclut rien. Donc voilà, il y aura à ce moment-là, ce sera peut-être la clarification justement sur la ligne idéologique. Est-ce que ce sera à droite toute avec Laurent Wauquiez ou alors une politique plus centriste? Sébastien Lacroix, l'Union de Reims. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas en fait dénouer cette inextricable situation parce que ils n'ont pas de ligne claire. Ils ne veulent pas de rapprochement avec le FN. Ils ne veulent pas apparaître comme rapprochés du courant Macron. Et donc, ils se trouvent avec deux solutions. Soit ils excluent des gens, auquel cas ces gens-là vont se retrouver avec l'UDI et vont faire un pôle qui risque de prendre un peu d'importance parce qu'ils vont sans doute traîner dans leur sillage d'autres membres des Républicains, soit ils les acceptent, et alors là, on n'y comprend plus rien, puisque comme vous l'avez dit, ils vont voter la loi d'habilitation, ils ont voté le budget, enfin, il y a la clarification, et elle va prendre, à mon avis, un peu de temps pour arriver. Décembre, c'est même pas sûr. Hein. Je pense aussi que LR est obligé de penser à son électorat, qui est pas forcément, qui veut pas forcément mettre des bâtons dans les roues à Emmanuel Macron, d'autant plus qu'il mène une politique assez proche de celle qu'aurait menée à François Fillon, par exemple. Nathalie Morey, vous y étiez hier soir à l'ex-UMP, aux Républicains. Où sont les éléphants, entre guillemets, les grandes consciences, les sages du parti? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Alors, Nicolas Sarkozy, François Fillon est retiré du jeu. Les grands éléphants, si on peut exprimer ce terme-là pour les Républicains. Où sont-ils? Ils ont piscine. Ils sont en voie d'extinction. Ils ont piscine, c'est-à-dire qu'hier soir, ils n'étaient pas là. On a aperçu Jean-François Copé tout de même. Oui, il y avait Jean-François Copé, mais aujourd'hui l'ex-président qui est venu pour dire que rien ne changeait. Objectivement, les gens comme Jean-Pierre Raffarin, comme Alain Juppé, comme Nicolas Sarkozy, ces gens-là, ils sont retirés, en tous les cas en façade, et ils ne sont pas là. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste un parti. Ils ont leurs représentants quand même? Un parti, oui, évidemment, mais ils ont un parti. On se retrouve face à un parti, c'est là où la vraie difficulté, où il n'y a pas de leader naturel.
Il y a un candidat qui émerge et qui est donc Laurent Wauquiez, mais il se retrouve sans opposition. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, qui sont des gens qui effectivement pourraient émerger, ont fait savoir qu'ils n'étaient pas du tout intéressés par cette querelle des chefs. Et là, à mon avis, le vrai sujet, c'est est-ce que le prochain président du Parti Les Républicains devra être celui qui reforme le parti, le refonde, crée une ligne, etc. Ou est-ce que ce sera le leader naturel pour 2002 ? C'est là la vraie question à trancher. Sébastien Lacroix, que devient le leader aux législatives des Républicains, François Baroin, dont on n'entend plus du tout parler? Plus du tout parler, à vrai dire. C'est vrai qu'il est porté un peu disparu. Chacun, j'ai pas de nouvelles, donc j'ai pas une réponse précise à votre question. Il est vrai que chacun, pour l'instant, prend des positions en créant soit un mouvement, ou soit en se mettant un peu retrait, en attendant que l'orage passe, puisque Fasquelle crée un mouvement, Valérie Pécresse crée un mouvement, et donc on a une guerre de position pour l'instant qui va, à mon avis, durer jusqu'en décembre. Je ne vois pas comment ça peut clarifier avant. C'est un peu le même phénomène qu'au PS, où, ce qu'il en reste, où chacun crée sa chapelle en attendant de voir émerger un leader. Est-ce que vous êtes tous les trois d'accord pour dire qu'il y a une prime à Laurent Wauquiez à la tête des Républicains à l'automne? Mais c'est une évidence, il correspond à l'électorat du LR. Oui, d'ailleurs, je pense que si Xavier Bertrand s'est retiré, c'est qu'il a mesuré qu'il n'avait pas grande chance de... D'autres soubresauts attendus ou pas, Nathalie Moret Oui, je pense qu'à la rentrée, ça va effectivement tanguer un petit peu, puisque on l'a vu hier soir, la frange la plus radicale, les députés qui ont perdu, eux ne veulent absolument pas entendre parler d'une quelconque voie d'apaisement dans le parti. Donc oui, c'est pas fini. Sébastien Lacroix, dans l'Union de Reims, alors quelle solution à l'échec universitaire? Un sujet en une qui intéresse les étudiants et les parents aussi que nous sommes. 60% des étudiants échouent en première année de fac. Comment on peut remédier à ça? Oui, alors on a repris cette phrase qui a fait un peu mouche de Édouard Philippe dans son discours de politique générale, et on est allé voir à la fac de Reims. Belle photo d'ailleurs. À la fac de Reims, c'est la fac de Reims qu'on voit derrière vous. Oui. Et donc on est allé voir, et en fait il se dégage un certain nombre de choses, que ce soit de la part des étudiants ou de la part des enseignants, des professeurs. C'est que les cours ne sont pas obligatoires, et donc même les étudiants reconnaissent que parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de mauvaises, ils ne sont pas suffisamment là. Et d'autre part, les professeurs ne sont pas assez impliqués, surtout en matière de TD. Et troisième point, parce que je résume, c'est les carences de l'orientation, où on voit que, de toute évidence, et on le sait depuis des années, on dirige vers des filières pour lesquelles ils ne sont absolument pas faites, des étudiants qui sortent tout juste du bac et qui ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire. Alors, étudiants ou parents, je conseille aux deux de lire l'Union de Reims aujourd'hui, ou d'aller sur le site internet si vous n'êtes pas dans la région d'Ardennais. Nathalie Moret, l'Est républicain consacre une très importante, pleine page sur la mort du juge Lambert. Oui, qui a saisi un petit peu tout le monde hier. Effectivement, ça va avoir, même s'il a effectivement, il était en retraite depuis plusieurs années, il lui a reproché sa gestion pour le moins délicate de cette affaire il y a 30 ans. Et on peut imaginer qu'il y aura des conséquences, puisque effectivement l'avocat de Muriel Boll voulait l'appeler à comparaître. Donc effectivement, je pense que c'est encore une façon de relancer cette affaire terrible qui ne crée que des drames autour d'elle. Merci. À la une de l'Est républicain. Et je signale, mais je l'ai dit tout à l'heure, le papier d'Hervé Favre dans La Voix du Nord sur Gérald Darmanin. Merci Hervé Favre, merci Sébastien Lacroix, merci Nathalie Moret. On passe à la météo du territoire. Je sais que vous l'attendez, le temps qu'il fera en France aujourd'hui. On la regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terre Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Aurore Berger qui sera sur ce plateau. Mais tout de suite, on passe au premier zapping politique des matinales d'info, le Zap Élysée. A tout de suite. L'État veut se serrer la ceinture. Objectif, ramener le déficit sous la barre des 3% dès cette année. Le meilleur moyen de baisser les impôts des Français, c'est de baisser la dépense publique et c'est parfaitement assumé. Il n'y a aucune forme d'inquiétude là-dessus. Tout le monde y contribuera. L'ensemble des ministères sera mis à la diète. Comment ? En réduisant par exemple les parcs de véhicules de fonction. Le patrimoine immobilier devrait aussi être resserré. Dans un ménage, quand il part en vacances ou quand il achète une maison, s'il devait dépasser de certains montants leur budget, je crois qu'on ferait une réunion de famille ou une réunion d'entreprise, on dirait on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ce que nous faisons. 268 millions d'économies sont prévues à Bercy, 526 au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement veut aussi réduire la voilure au niveau des contrats aidés. C'est un effort, c'est incontestable. C'est un effort dont nous pensons qu'il est réaliste, qu'il est utile, et qu'il permettra de franchir le cap de l'année 2017 et de préparer 2018. La défense nationale n'est pas épargnée. 850 millions d'euros à trouver sans toucher aux opérations extérieures. Sur la sellette ce mardi, des membres du gouvernement tout d'abord comme Édouard Philippe, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Mais aussi des députés dissidents, les fameux constructifs. Des sanctions parce qu'on fait à l'Assemblée nationale ce qu'on a dit à nos électeurs, c'est-à-dire qu'on essaye d'être constructif, de ne pas s'opposer aux bonnes mesures du gouvernement. Tout ça n'a absolument aucun sens. On ne peut pas être dans la majorité, dans l'opposition. Je crois que tout ça a assez duré. Cette comédie doit maintenant prendre fin. Je n'exclus pas l'exclusion, ce n'est pas moi qui décide, c'est le bureau politique. Que Bernard Accoyer, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est ancien député, qui ne s'est pas représenté, qui est maire d'Annecy-le-Vieux et qui est secrétaire général par intérim des Républicains pendant encore 60 jours, veuille faire des choses ou pas, ça n'a aucune importance. Il n'y a aucune raison d'abord qu'on soit exclu, et si on devait l'être, ça serait illégal, et donc on déposerait un recours devant la commission des recours, où il y a Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et Gilles Boyer. Vous voyez, ça serait intéressant. Ce serait idiot de considérer qu'aujourd'hui, les Républicains, plutôt que de se poser la question pourquoi ils ont perdu, pourquoi ils ont fait le Trocadéro, ils préféraient exclure ceux qui ont eu raison avant tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont partis au moment où il fallait éviter le Trocadéro. Quand on n'est plus d'accord avec un mouvement, quand on n'applique plus la totalité de sa politique, on se retire. Je ne pense pas qu'il faille exclure comme ça, je pense qu'il faut prendre acte du fait qu'ils se sont éloignés de notre parti et que donc ils sont ou suspendus. Le parti n'a pas vraiment répondu à la question puisqu'ils s'en remettent à une commission ad hoc, même si les intéressés sont suspendus de leur fonction exécutive. Gérald Darmanin, par exemple, à partir de ce soir, ne peut plus prétendre être président des Républicains de la Fédération du Nord. Il y a une commission qui va se constituer conformément à nos statuts. Ils seront invités à s'exprimer devant cette commission très très vite. Bon, à mon avis, ils ne viendront pas. Je ne vois pas l'expliquer aux électeurs que j'exclus des gens qui vont, comme nous, voter la loi d'habilitation 3 jours avant de la voter, parce qu'ils ne seraient pas dans la norme. Non, tout ça n'est pas très sérieux. Je trouve que c'est beaucoup de temps perdu avec des traîtres, mais c'est ma position. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique aujourd'hui de Territoire d'Info, c'est Aurore Berger, qui est porte-parole et députée de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Elle est députée de la 10e circonscription des Yvelines. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger. À mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous. Aurore Berger, je le disais, vous êtes porte-parole donc de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe aux Échos, au journal Les Échos, a parlé de la pression fiscale réduite de 11 milliards en 2018. Vous dites ouf ou c'est une prise de risque excessive pour les finances publiques pour vous ? Non, je ne pense pas que ce soit une prise de risque excessive. C'est conforme à ce qu'on avait dit nous aussi pendant la campagne, qui était d'arrêter le matraquage fiscal, notamment sur les classes moyennes, raison pour laquelle on voulait notamment supprimer pour 80% des Français la taxe d'habitation, ce qui sera chose faite, qu'on voulait réformer l'ISF, et puis aussi la question de l'impôt sur les sociétés, puisqu'on est en moyenne à 33% versus une moyenne européenne à 25%. Donc il y a un enjeu de baisser la pression fiscale, à la fois pour rendre du pouvoir d'achat et puis pour sur la taxe faire revenir d'habitation, il faut être un petit peu plus précise. En 2018, ça ne se fera pas d'un coup. Ça se fera apparemment, si on lit bien Édouard Philippe, par palier. Mais ça va être quoi les paliers pour 2018 ? Ce sera défini dans le projet de loi de finances. Donc je ne l'ai pas sous les yeux, évidemment, puisque ce sera discuté à l'automne. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce sera réalisé pendant le quinquennat par palier dès 2018 pour les populations les plus fragiles. Avec une première tranche dès 2018. Exactement.
Gérald Darmanin dit que ça va coûter finalement 8 milliards et demi d'euros. On parlait de 11 milliards, maintenant on est à 8 milliards et demi d'euros. Où va-t-on trouver l'argent selon vous ? Mais on avait une trajectoire budgétaire qu'on avait précisée lors de la campagne, qui était justement des économies à réaliser sur le train de vie de l'État. C'est d'ailleurs ce que Gérald Darmanin a commencé à dessiner avec les 4,5 milliards d'euros d'économies dès cette année, ce qui est un effort sans précédent. En moyenne, on a réussi au mieux à faire 2,5 milliards d'économies par an sur le budget de l'État. Là, on sera à 4,5 milliards d'euros d'économies. Et donc ça va toucher tous les ministères. On voit quand même que ça va toucher la défense, l'intérieur, la justice, l'éducation. On avait cru comprendre... Sans toucher les personnels. On avait quand même cru comprendre que c'était des ministères un peu sacralisés. Par exemple, sur la défense, 850 millions d'euros, ça correspond, Florence Parly le dit, à les opérations extérieures, par exemple. Donc ça pose pas un problème ? Sur ce que vous dites sur les ministères sacralisés, ils sont déjà sacralisés en matière de personnel, ce qui est essentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des enseignants en moins, ou il n'y a pas des forces de sécurité des personnels, en moins. Il y a l'équipement, par exemple, quand on parle des forces armées. Il y a aussi des capacités de modernisation que vous avez dans un certain nombre de ministères. Quand Bercy fait un effort de près de 300 millions d'euros, c'est pas négligeable. Quand Matignon, juste l'antenne Matignon, fait 60 millions d'euros d'économies, c'est tout simplement parce qu'on réussit à faire de la modernisation aussi de nos services publics. Et ça, on peut très bien le faire. Oui, mais sans toucher à leur qualité, bien au contraire. Aurore Bergé, on est encore en état d'urgence. Il y a quand même un contexte de lutte antiterroriste. Il y a la crise migratoire et les policiers s'interrogent, les syndicats de policiers. 526 millions d'euros d'économies prévues au ministère de l'Intérieur. Ils s'interrogent parce qu'ils disent là, on ne peut plus faire face. Ils sont déjà épuisés d'être sur le terrain et les 526 millions d'économies, ça veut dire pas d'effectifs en plus. On aura des effectifs en plus pendant le quinquennat. Ça a été annoncé, il y aura 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires pendant le quinquennat. C'est un engagement, ils s'interrogent. C'est un engagement très clair qui a été pris. Pour plusieurs raisons. On a prorogé pour la dernière fois l'état d'urgence, puisqu'on a réaffirmé que voilà, l'état d'urgence n'avait pas vocation à être permanent. C'est sur le matériel qui va trinquer, passez-moi l'expression. Non, mais je vous dis, il y a aussi de la modernisation, de la manière dont vous passez de la commande publique, tout simplement, dont vous modernisez vos services. Moi, j'ai visité dans ma circonscription un certain nombre de commissariats ou de gendarmeries. Je peux vous dire qu'eux-mêmes disent que la question, c'est pas tant les moyens qui sont déployés que leur bonne utilisation. Et parfois, ils ont des matériels qui sont obsolètes, mais qui coûtent plus cher, finalement, aussi au budget. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un effort de modernisation et c'est là qu'on a des sources d'économie qui sont essentielles. Et il faut faire cet audit, en fait, qui doit être fait ministère par ministère, d'autant plus qu'on a quand même en plus ce rapport de la Cour des comptes qui est tombé et qui est assez cinglant sur la manière dont l'argent public a pu être géré ces dernières années. Comment vous expliquez un petit peu cet aller-retour de la part de l'exécutif, quand même, ces derniers jours ? On avait entendu le discours du Premier ministre à l'Assemblée, puis bon, sur une certaine ligne, très, très serrée, et ensuite, donc, l'arbitrage final dimanche dernier d'Emmanuel Macron, où finalement les réformes fiscales vont se faire dès 2018. Pourquoi ce va-et-vient ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu débat. Déjà, c'est légitime que l'arbitrage final revienne au président de la République, il me semble, parce que c'est lui qui est garant des engagements qu'il a portés pendant la campagne présidentielle. Mais est-ce que le couple et nous, en tant que exécutif, parlementaires, c'est des engagements qu'on a pris aussi pendant nos campagnes. Est-ce que le couple exécutif ne commence pas à subir un peu la pression des sondages ? Non, la pression des milieux d'affaires ? Honnêtement, je ne pense pas. Vous savez, cette question des sondages, on l'a réglée à mon avis depuis très longtemps. Sinon, Emmanuel Macron n'aurait même pas osé présenter sa candidature si c'était fié au sondage initialement. Quant à la pression des milieux d'affaires, clairement, vous savez, c'est une espèce de rumeur, le serpent de mer qu'on est pendant toute la campagne. Je peux vous dire que ce n'est pas eux qui ont fait la décision et qui ont fait l'élection du président de la République. Je pense juste qu'il y a un dialogue qui a existé entre les deux sur les modalités d'application de promesses qui sont très fortes. Mais expliquez-nous, nous, par on exemple. a pendant toutes nos campagnes législatives justement réaffirmé cet engagement sur la suppression de la taxe d'habitation. C'était essentiel pour nous qu'on y revienne. En matière de revirement, par exemple, un fait, sur le tiers payant, il y a une semaine, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dit vouloir éviter l'obligation de généralisation. Et hier, elle dit finalement, généralisation du tiers payant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Tout simplement qu'on a un dialogue qui existe entre les ministères, le Premier ministre et le président. Il y a un dialogue, de la mais il n'y a pas vraiment de conviction. Si, il y a des convictions très fortes qui sont tout simples. C'est que tous les engagements qu'on a pris pendant l'élection présidentielle donc seront le tiers payant généralisé, c'est bien ou pas à vos yeux ? Écoutez, moi j'attends de savoir ce qui sera décidé par la ministre. À titre personnel, moi j'étais pas forcément favorable. C'est Aurore Bergé, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Aurore Bergé, le bureau politique des Républicains. Les Républicains, vous y avez appartenu, vous étiez proche d'Alain Juppé, vous avez des amis chez les Constructifs. Est-ce que vous vous félicitez que les Constructifs
n'ait pas été exclu hier. Déjà, je me félicite d'être partie des Républicains quand je vois l'état du parti aujourd'hui et le fait qu'on en vient à se poser la question d'exclure Non, mais vous y avez beaucoup d'amis. Non, mais ceux qui sont Premier ministre, ministre de l'économie, ministre des comptes publics, c'est quand même assez grotesque. Et je me demande quand même comment ces instructions, puisqu'il va y avoir une espèce d'instructions d'enquête, vont se passer. Et je ne suis pas certaine que des ministres y aillent. Aux Républicains. Moi, je mets en cause pas forcément des personnes, je mets en cause une absence totale de ligne. C'est-à-dire qu'on a eu un écran de fumée après 2012 qui était de dire si on avait eu 15 jours de plus pour faire campagne, on aurait gagné. Donc c'est une quasi-victoire idéologique, ce qui à mon avis n'était pas le cas. Et en 2017, le nouvel écran de fumée, c'est de dire on nous a confisqué la campagne, on nous a interdit de faire campagne. Sauf qu'ils se sont obstinés à avoir François Fillon en candidat alors qu'il y avait d'autres options qui existaient. Et du coup, ils s'interdisent de réfléchir à la ligne qui avait été portée par François Fillon. Or, François Fillon, pour moi, il décrochait avant la question des affaires. Le projet qu'il présentait aux Français, à mon avis, n'était pas un projet qui était souhaité par les Français, ni même souhaitable. Et là, il s'interroge toujours pas sur la ligne. Il a gagné la primaire, mais il n'a pas gagné la présidentielle. Et avec Sens commun, en effet, on gagne une primaire à droite, mais on ne gagne pas la présidentielle. Et on a un parti où il doit y avoir, je ne sais pas, moins de 100 000 adhérents aujourd'hui. Donc oui, je pense que Laurent Wauquiez gagnera. La ligne de Laurent Wauquiez, vous la définissez comment ? Il a beaucoup changé. Au départ, Laurent Wauquiez, c'est l'héritier de Jacques Barrot. Il fonde la droite sociale. Puis après, c'est le cancer de l'assistanat. Puis après, c'est une ligne extrêmement dure où même le Front National qui siège avec lui au Conseil régional lui a fait une carte de membre d'honneur du Front National pour dire la convergence de lignes qui pouvait exister. Je crois que Marion Maréchal Le Pen avait dit peu ou prou la même chose. Donc à un moment, c'est à lui de savoir quelle est sa ligne très claire. Est-ce qu'il y a une ligne de démarcation de manière définitive avec l'extrême droite, avec le Front National, même modernisé avec un nouveau nom demain, ou est-ce qu'il y a un rapprochement sur la question européenne, notamment sur les questions migratoires? En contact avec Alain Juppé? Oui, bien sûr. Oui, vous l'appelez régulièrement, vous lui demandez des conseils? On se parle, on doit se revoir en juillet. Ouais. Qu'est-ce que vous dites aux constructifs? Vous leur dites pas justement, fort de votre départ et de votre ravissement à avoir quitté les Républicains, quitter carrément ce parti? Je leur dis qu'en tout cas, en tant que femme de droite, libérale, on se sent bien au sein de la République En Marche. On se sent bien au sein de la République En Marche. Ouais. Mais alors là, est-ce qu'il ne faut pas clairement qu'il y ait un parti constructif En Marche? C'est à eux de se poser la question. Ils ont fait c'est une façon de s'aborder la droite à laquelle vous avez appartenu quand même. Ils ont fait une première démarche qui était aussi très forte, qui était de créer un nouveau groupe parlementaire où ils ont dit justement ils ne voulaient pas être dans une opposition systématique. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir le vote de confiance qui s'est passé à l'Assemblée nationale, de voir qu'il y a eu un record d'abstention. Quand au sein du groupe parlementaire LR, après les propos portés par Christian Jacob à la tribune de l'Assemblée nationale, extrêmement véhément à l'encontre d'Édouard Philippe, finalement, on a une écrasante majorité d'abstention et seulement un quart des parlementaires, les Républicains, qui votent contre la confiance au gouvernement. C'est aussi les Républicains qui doivent s'interroger sur la ligne qu'ils sont en train de porter. Moi, j'ai hâte de voir aussi le vote qui sera le leur sur les lois d'habilitation pour la réforme du travail. Est-ce qu'en gros, ils vont juste contester la méthode, parce qu'on a l'impression que c'est un peu le seul argument qu'ils aient à donner, ou est-ce qu'ils vont voter les lois d'habilitation ? Sur la méthode même, c'est-à-dire de suspendre 6 ministres LR et de ne pas les exclure pour l'instant, mais de monter une commission pour les juger plus tard. Comment vous jugez cette méthode ? Je pense juste qu'ils avaient peur de l'effet d'image que ça pouvait générer, que d'exclure des personnalités de premier plan d'un parti, qui plus est, qui sont devenus ministres de la République. Et donc je pense qu'ils ont essayé de temporiser et de trouver un compromis entre ceux qui voulaient une exclusion, ceux qui ne voulaient surtout que rien ne se passe. Et donc du coup, on a cette solution qui est un petit peu bâtarde, où ils perdent des fonctions qu'ils avaient au sein du parti, mais ils sont suspendus mais pas exclus. C'est un entre-deux qui est un peu particulier. Gilles Leclerc. Une question sur le Sénat qui vient de rétablir, dans la loi dite de moralisation, il vient de rétablir les emplois familiaux possibles dans ce projet de loi, à condition évidemment qu'il soit bien encadré. Ça vous inspire quoi ? Moi, je pense que c'est important qu'on interdise les emplois familiaux. Ça pourrit une partie de la vie politique et de la campagne présidentielle. Sur la position des sénateurs qui disent on ne veut pas payer le Penelope Gate, admettons qu'il s'agissait d'emplois fictifs, donc on ne veut pas trinquer pour les emplois familiaux. La question, c'est emploi fictif, c'est pas emploi familial, si. Je crois que c'est les deux aujourd'hui. Les deux. C'est-à-dire, évidemment, quand dans le cadre d'emploi fictif, la question elle ne se pose même pas. Mais je pense que c'est plus acceptable aujourd'hui qu'on emploie de manière préférentielle les gens de sa famille. Voilà, c'est quelque chose qui est plus accepté, c'est une pratique qui ne doit plus avoir lieu. D'ailleurs, il faut éviter qu'il y ait des croisements qui puissent être faits entre parlementaires. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'emplois familiaux au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je pense que ce sera réintroduit de toute façon par le gouvernement, ou sinon nous,
les députés. On le réintroduira lors de l'examen qui arrivera dès la semaine prochaine en commission des lois. Sur le fait que Jean-Luc Mélenchon, puisque vous êtes nouvellement député, s'interroge parce qu'il ne peut pas prendre de vacances pendant la session parlementaire. Lui aussi est un nouveau député, mais enfin, il a quand même été sénateur plus de 20 ans. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez qu'on soit nouvellement parlementaire et qu'on veuille des vacances comme tout le monde? Quand même une question, non? Je sais pas, moi j'en avais pas programmé en me disant que la session risquait d'être longue et les vacances donc très courtes, donc je pense qu'il aurait peut-être mieux fait de pas en programmer. Honnêtement, je suis pas certaine que ce soit extrêmement positif d'avoir ce genre de débat, qui plus est dans l'hémicycle, en s'interrogeant sur les vacances qu'on peut prendre ou pas prendre quand on est député. Et je suis très étonnée que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui porte ce débat, là où au contraire il devrait dire justement on a envie d'être au travail, d'être la première force d'opposition dans notre pays, et c'est plus important que d'être en vacances. Gilles Leclerc. Vous siégez dans la commission culture, éducation à l'Assemblée nationale. Vous allez porter quel sujet? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Quel sera votre je dirais, votre sujet privilégié? L'école et la culture, c'est le premier chantier qu'on a présenté pendant la campagne. Je trouve que le ministre a une approche qui est nouvelle, parce que déjà, il n'est pas sectaire dans l'approche qu'il a de l'éducation nationale, et notamment la volonté d'avoir plus d'autonomie, c'est-à-dire renforcer la liberté pédagogique des enseignants, avoir plus d'autonomie des établissements scolaires, se poser la question aussi du recrutement qui est fait par établissement, de la manière avec laquelle on module les horaires de cours, parce qu'il faut arrêter de se voiler la face. Les élèves ne sont pas les mêmes en fonction de l'environnement culturel, sociologique, familial qui est le leur, et du coup se dire qu'on peut moduler plus facilement et avoir plus de liberté sur les cours qu'on peut enseigner, ça me paraît être essentiel en termes de réussite scolaire. Aurore Berger, votre parcours personnel, est-ce que vous êtes bien accueilli par vos amis d'En Marche à l'Assemblée nationale, compte tenu de votre parcours politique? Vous avez soutenu Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé. Comment ça s'est passé? Vous savez, pour soutenir Emmanuel Macron, il faut bien venir de quelque part. Donc on a tous forcément soutenu d'autres personnalités avant, pour ceux qui se sont engagés en Emmanuel politique. Macron depuis leur adhésion à En Marche depuis le début. Non, mais je veux dire, pour ceux qui ont fait de la politique précédemment, ils viennent bien de quelque part. Donc soit ils viennent de la gauche, soit ils viennent de la droite, soit ils viennent du centre, et donc ils ont forcément dans leur parcours soutenu d'autres personnes. Mais on s'est tous rejoints sur un diagnostic qui était à la fois, je pense, l'obsolescence des partis auxquels on appartenait et le fait aussi que le projet qui était présenté par Emmanuel Macron, à la fois moi qui m'a séduit sur la question de la liberté notamment, que je ne trouvais plus au sein des Républicains, et puis aussi la capacité qu'on avait en y participant à recomposer la vie politique française, ça a fait que voilà, on s'est retrouvés nombreux, et je vous assure, je me sens très bien. Votre jugement sur la cote d'Édouard Philippe à l'intérieur de la République En Marche, du groupe parlementaire? Il est le chef de la majorité, le chef du gouvernement, et très honnêtement, ça se passe bien. Il est très à l'écoute des parlementaires. Il est venu la semaine dernière en réunion de notre groupe à l'Assemblée nationale, et je pense qu'on va travailler très efficacement avec lui. Enfin, moi, je le connais bien. On vient de la même famille politique, on a soutenu et fait la campagne tous les deux d'Alain Juppé. Les derniers arbitrages sur le budget, est-ce que Emmanuel Macron ne donne pas raison à Bruno Le Maire et à Gérald Darmanin contre Édouard Philippe? C'est un petit peu ce qu'on ressent. Non, moi, c'est pas ce que je ressens. Je ressens juste le président de la République qui rend les arbitrages finaux par rapport à des promesses de campagne qui étaient extrêmement fortes et dont il a rappelé lui-même en Congrès, et dont le Premier ministre a rappelé pendant sa déclaration de politique générale, que l'ensemble de ces engagements seraient tenus. Donc voilà, on a juste un calendrier qui a été précisé, et je trouve que la précision qui a été apportée est heureuse par rapport notamment à la question des économies réalisées en matière budgétaire et de la baisse de la pression fiscale. C'est Aurore Berger qui était notre invitée politique ce matin, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et députée de la 10e circonscription des Yvelines. Merci Aurore Berger d'avoir été notre invitée. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci Véronique Jacquet et merci Gilles Leclerc. Aurore Berger quitte notre plateau et font leurs entrées, j'allais dire comme chaque mercredi. C'est la dernière, mon cher Cyril. Denis Jambard bonjour Yves, bonjour et à tous. Yves Tréhard. Denis Jambard, Cyril, bonjour éditorialiste à Sud Radio et Nice Matin. Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction. Vous avez de la mémoire. Du Figaro. Merci, messieurs, d'être là. Édouard Philippe aux Échos. La pression fiscale réduite de 11 milliards en 2018. Quand on a posé la question à Aurore Berger, est-ce que vous dites ouf ou est-ce que c'est une prise de risque pour les finances publiques? Elle a dit réduire par palier la taxe d'habitation, c'est un effort sans précédent selon elle, Denis Jambard.
S'ils le font, en effet, c'est un effort. Et je pense Pourquoi s'ils le font? S'ils y arrivent, c'est en parce 2018. que c'est en 2018. Par palier, donc... ça a été annoncé, la couleur est claire. Non, mais il a annoncé 11 milliards pour l'année prochaine quand même. Hein. Donc sur la taxe d'habitation, c'est 3 milliards l'année prochaine. C'est pas la totalité de la taxe d'habitation, ça va être lissé. En revanche, j'ai lu l'entretien ce matin des Échos, c'est 11 milliards de baisse d'impôts dès l'année prochaine. On voit bien quel est l'objectif, hein. On ne va pas le critiquer, c'est d'abord faire exactement le contraire de ce qu'a fait François Hollande, ne pas se faire piéger comme l'a fait François Hollande dans le ras-le-bol fiscal, et c'est naturellement essayer de doper la croissance qui repart un peu, qui est à 1,6, même si nous sommes encore le mauvais élève de la classe européenne. Donc c'est une volonté du chef de l'État, en liaison avec le Premier ministre. Moi, je ne crois pas à la dispute des deux hommes qui a été évoquée ces derniers jours. Je pense que le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale la semaine dernière a été validé, relu par le chef de l'État, mais que les remontées ont été tellement mauvaises dans les 3 jours qui ont suivi qu'on a décidé de changer de pied. Et il paraît même, d'après les Échos ce matin, que Nicolas Sarkozy, qui a dîné avec le chef de l'État mercredi dernier, dîné entre les deux couples, a conseillé au président de baisser les impôts tout de suite, de ne pas se faire piéger dans cette affaire-là. Yves Tréhard. Non, moi, il y a une chose qui m'inquiète, si vous voulez, et qui m'inquiète globalement dans le personnel politique et dans la méthode. Bon, qu'on fasse des économies, c'est normal, il faut les faire. Non, mais la baisse des impôts, mon cher Yves, vous n'allez pas être contre. Non, mais il y a une chose qui m'inquiète, c'est... Vous l'avez trop défendu. Pourquoi on ne fait pas ce que le Canada, ce que la Suède et beaucoup de pays scandinaves ont fait dans les années 90. On pose tout sur la table en se disant qu'est-ce que doit faire l'État et qu'est-ce que ne doit plus faire l'État. Comment on organise finalement la Maison France? Comment s'organise-t-elle? Et c'est ce qu'on n'a jamais fait. Même la réforme des collectivités territoriales engagée par Hollande, qui est un travail de gribouille terrible, on s'intéresse aux collectivités territoriales, ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. Mais à partir du moment... la première collectivité territoriale dont on doit d'abord se demander ce qu'elle doit faire, c'est l'État. Et après, on voit ce que font les autres. Personne ne fait ce travail. Est-ce que l'État doit être à tel endroit? Est-ce que l'État doit avoir autant de participation dans des entreprises du secteur marchand? Mais vous défendez une révolution. Vous avez oublié que nous sommes dans une monarchie où le nouvel élu décide de tout, tranche de tout, peut changer d'avis en 24 heures. Il a écrit un livre. De ce point de vue, Emmanuel Macron n'incarne pas une nouvelle politique. Il a écrit un livre qui s'appelle Révolution, et il a dit il faut changer les visages et les usages. On attend qu'il change les usages, parce que sinon, si on ne fait pas ça, je crains que chaque année, eh bien, on se livre au petit exercice ridicule. C'est un peu en contradiction. Il me semble que vous avez défendu les ordonnances pour la réforme du droit du Ah mais non, mais moi, je n'y vois pas d'inconvénient de ça. Je dis simplement que... Mais là, on a tout mis sur la table. Non, oui, non, mais les ordonnances, c'est très bien. Ce que je voudrais qu'on sache, c'est ce que fait l'État et ce que fait pas l'État, pour éviter qu'on ait ce petit exercice ridicule. Vous parlez quoi, d'un plan à plusieurs années Écoutez, le Canada, de but à atteindre? C'est une réforme de l'État, mais bien sûr. Savoir ce que fait l'État, ce que doit faire l'État. L'État, on sait qu'il doit nous défendre, nous protéger, éventuellement nous éduquer, ce qui n'est pas encore évident, parce que l'éducation peut ne pas être du ressort de l'État. Voilà ce que l'État doit faire. À partir de là, nous instruire. À partir de là, eh bien, on peut livrer énormément d'activités à d'autres, si vous voulez, partenaires que l'État. Deuxième thème de l'interview, baisser les dépenses publiques. Berger, ce matin, donc porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, le bureau politique des Républicains. Elle a parlé de Laurent Wauquiez, donc qui sera candidat à l'automne à la présidence du parti, en disant au départ Laurent Wauquiez, c'est l'héritier de Jacques Barrot. Alors Jacques Barrot, c'est vrai, c'est bien, c'est un ancien dirigeant centriste. Aujourd'hui, il est très à droite, a-t-elle dit, même proche du Front National, a-t-elle dit. Est-ce que les Républicains se droitisent définitivement? On a vu hier soir qu'ils avaient refusé d'exclure quand même les ministres issus de ce gouvernement, les ministres républicains. Vous savez, là, on est en pleine tambouille politique et en entendant votre invité, je me disais, mais
Il y a quand même quelque chose de bien traditionnel dans son discours, dans cette analyse. Je suis une femme de droite libérale. Il n'y avait pas de vent de fraîcheur, j'ai envie de dire, dans le discours, bien sûr. Non, mais on voit bien qu'il y a un problème de calendrier parce qu'il y a les sénatoriales. Et donc, les Républicains sont assez tétanisés. C'est votre explication, ça? Ah oui, moi je pense que c'est l'explication de fond. Et que ceux qui ont poussé, notamment Bruno Retailleau, au report de la décision, eh bien, ils ont l'objectif des sénatoriales, voilà. Et donc, ne pas donner le sentiment qu'on est des coupeurs de tête, qu'on n'a rien compris aux Français. Donc, on calme le jeu. Et au fond, c'est ce qui s'est passé. Il y a une pure manœuvre électorale qui fait qu'on a différé la décision. Peut-être, d'ailleurs, resteront-ils. On ne sait pas que sera la situation politique, économique et sociale à la fin de l'année. Yves Tréhard. Oui, bah ça, je pense que l'explication est évidente. C'est de la tambouille en vue des sénatoriales, puisque ils ont très très peur, effectivement, qu'il y ait énormément de républicains, et le Parti socialiste redoute la même chose, qui quittent, si vous voulez, le navire pour aller rejoindre un groupe, La République En Marche. Vous parlez vous savez, dans le temps, il y a... le maire de Saint-Denis, Jacques Doriot, était communiste. Vous avez vu où il a fini. On en a vu des parcours étonnants dans la vie politique. Et même dans le sens inverse. Maurice Leroy, qui était communiste. Mitterrand a démarré quasiment à l'Action française. Et il est devenu de l'autre. Oui. Il a fini de l'autre côté. Maurice Leroy, qu'on connaît bien, le député Maurice Leroy, il a commencé au Parti communiste. Aujourd'hui, il est chez les Républicains, tendance sarkozyste. Donc vous voyez, ça, bon, il y a des parcours comme ça. Et puis on peut à ce moment-là faire le procès de pas mal d'élus de La République En Marche qui viennent eux aussi d'univers très différents. Robert Gerdy, je suis une femme de droite libérale, donc je suis dans la tradition du pensée. Non, mais elle a c'est la vérité, comme le Premier ministre et les ministres républicains qui sont rentrés au gouvernement. Elle l'assume, mais c'est aussi la force, d'En Marche. Là où elle a raison, c'est que si Wauquiez est candidat, il y a de fortes chances qu'il soit élu président des Républicains. Merci. Après les Yves sénatoriales. Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Voilà. Merci, Denis Jambard. Et tout de suite le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'info. À bientôt, très bientôt. L'État veut se serrer la ceinture. Objectif, ramener le déficit sous la barre des 3% dès cette année. Le meilleur moyen de baisser les impôts des Français, c'est de baisser la dépense publique et c'est parfaitement assumé. Il n'y a aucune forme d'inquiétude là-dessus. Tout le monde y contribuera. L'ensemble des ministères sera mis à la diète. Comment? En réduisant par exemple les parcs de véhicules de fonction. Le patrimoine immobilier devrait aussi être resserré. Un ménage, quand il part en vacances ou quand il achète une maison, s'il devait dépasser de certains montants leur budget, je crois qu'on ferait une réunion de famille ou une réunion d'entreprise, on dirait on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ce que nous faisons. 268 millions d'économies sont prévues à Bercy, 526 au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement veut aussi réduire la voilure au niveau des contrats aidés. C'est un effort, c'est incontestable. C'est un effort dont nous pensons qu'il est réaliste, qu'il est utile, qu'il permettra de franchir le cap de l'année 2017 et de préparer 2018. La défense nationale n'est pas épargnée. 850 millions d'euros à trouver sans toucher aux opérations extérieures. Sur la sellette ce mardi, des membres du gouvernement tout d'abord, comme Édouard Philippe, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, mais aussi des députés dissidents, les fameux constructifs. Des sanctions parce qu'on fait à l'Assemblée nationale ce qu'on a dit à nos électeurs, c'est-à-dire qu'on essaye d'être constructif, de ne pas s'opposer aux bonnes mesures du gouvernement. Tout ça n'a absolument aucun sens. On ne peut pas être dans la majorité, dans l'opposition. Je crois que tout ça a assez duré. Cette comédie doit maintenant prendre fin. Je n'exclus pas l'exclusion. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le bureau politique. Que Bernard Accoyer, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est ancien député, qui ne s'est pas représenté, qui est maire d'Annecy-le-Vieux et qui est secrétaire général par intérim des Républicains pendant encore 60 jours, veuille faire des choses ou pas, ça n'a aucune importance. Il n'y a aucune raison d'abord qu'on soit exclu, et si on devait l'être, ça serait illégal, et donc on déposerait un recours devant la commission des recours, où il y a Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et Gilles Boyer. Vous voyez, ça serait intéressant. Ce serait idiot de considérer qu'aujourd'hui, les Républicains, plutôt que de se poser la question pourquoi ils ont perdu, pourquoi ils ont fait le Trocadéro, ils préféraient exclure ceux qui ont eu raison avant tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont partis au moment où il fallait éviter le Trocadéro. Quand on n'est plus d'accord avec un mouvement, quand on n'applique plus la totalité de sa politique, on se retire. Je ne pense pas qu'il faille exclure comme ça. Je pense qu'il faut prendre acte du fait qu'ils se sont éloignés de notre parti et que donc ils sont ou suspendus. Le parti n'a pas vraiment répondu à la question puisqu'ils s'en remettent à une commission ad hoc, même si les intéressés sont suspendus
de leur fonction exécutive. Gérald Darmanin, par exemple, à partir de ce soir, ne peut plus prétendre être président des Républicains de la Fédération du Nord. Il y a une commission qui va se constituer conformément à nos statuts. Ils seront invités à s'exprimer devant cette commission très très vite. Bon, à mon avis, ils ne viendront pas. Je ne vois pas l'expliquer aux électeurs que j'exclus des gens qui vont, comme nous, voter la loi d'habilitation 3 jours avant de la voter, quoi, parce qu'ils ne seraient pas dans la norme. Non, tout ça n'est pas très sérieux. Je trouve que c'est beaucoup de temps perdu avec des traîtres, mais c'est ma position. Voilà, fin de Territoire d'Info. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Bonne journée à tous.